Bonjour à toutes et tous pour cet événement organisé par l'association culturelle Joseph Jacquemot. Hiver 60-61, que reste-t-il de la Grande Grève Donc avec nous ce soir, on reçoit Serge de Ruette, professeur de sciences politiques à l'UMONS, qui va nous parler un peu justement des motivations derrière ces faits de grève, de la situation économique, politique, sociale à l'époque, et aussi les leçons qu'on peut peut-être en tirer pour les mouvements sociaux à l'heure actuelle. Serge, merci d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être présenter un peu cette grève, sa signification, sa place dans les grands mouvements sociaux qui ont traversé notre pays depuis sa création? Eh ben merci François, merci pour l'invitation. Donc oui, une grève d'il y a 60 ans. 60 ans, ça ne nous rajeunit pas évidemment, et ça sera la toute dernière grande grève ouvrière en Belgique, mais elle s'inscrit en fait dans tout un parcours historique du mouvement ouvrier belge qui a été connu au niveau européen, connu mondialement pour ses grèves. On parlait des grèves belges. Et de fait, il faut remonter au siècle précédent, à la fin du siècle précédent, pour voir, après un énorme soulèvement ouvrier, c'est en 1886, on a une première grève générale nationale en Belgique en 1893. Et elle se fait là pour l'objectif d'obtenir le suffrage universel. C'était donc le suffrage censitaire qui régnait. Seule une infime minorité pouvait voter. Et cette grève va être couronnée d'un demi-succès, si l'on veut, accession au suffrage universel, mais un suffrage universel qui sera tempéré par le vote plural, comme on dit, c'est-à-dire que les possédants ont 3 voix et les travailleurs qui viennent d'obtenir pour la première fois l'accession au droit de suffrage n'en ont qu'une seule. Ceci étant, c'est la première grève générale dans l'histoire d'un pays. C'est facilité par le fait que la Belgique est un petit pays avec un réseau de communication, de chemin de fer notamment, qui est particulièrement dense, et une industrie concentrée le long de la Haine, de la Sambre et de la Meuse, du sillon houillé, et donc ça va aider les choses, mais également le fait que tout le pays soit en grève. Demi-succès donc, il reste à se battre pour un suffrage universel pur et simple. Ça sera le fait d'une deuxième grève générale, une dizaine d'années plus tard, 1902, une grève qui n'apporte rien là, alors qu'elle est suivie par tout le mouvement ouvrier européen, et que notamment les dirigeants ouvriers allemands, on a Franz Mehring, Rosa Luxemburg, qui regardent cette grève de 1902 et qui en tirent la leçon qu'il y a un potentiel de combativité énorme dans le monde ouvrier belge, mais que sa direction, le Parti ouvrier, joue la voie parlementaire alors qu'il n'y est pas. Il espère obtenir le succès parlementaire, et que cela va émousser cette combativité. 10 ans plus tard, on est en 1912, on repart en grève pour ce suffrage universel pur et simple, mais là le Parti ouvrier dit qu'il s'agit de temporiser, de bien préparer ça, puisque toutes ces grèves ont été extrêmement violentes dans le soulèvement de 86, celle de 1893, celle de 1902, les autres de façon plus partielle, toujours des affrontements avec les forces de l'ordre. Il faut bien organiser ça, et en 1913, troisième grève générale, la troisième grève générale qui n'obtient absolument rien de ce qu'elle réclamait, c'est-à-dire le suffrage universel pur et simple. C'est une défaite encore pour le mouvement ouvrier belge, pour le Parti ouvrier, l'ancêtre des partis socialistes pour le mouvement ouvrier. Là, c'est d'une certaine manière un succès, parce qu'il vient de se faire reconnaître comme étant non pas cet organe que l'on peut craindre dans le camp de la bourgeoisie, mais au contraire, comme une organisation, un parti
qui peut encadrer l'énergie ouvrière et donc d'une certaine manière qui peut l'amadouer. Et puis on a immédiatement la Première Guerre mondiale dans laquelle on va se lancer et dans lequel le Parti ouvrier va participer à un gouvernement de coalition nationale auquel il sortira après la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et période de grande crise économique, notamment les années 30 et la terrible année 32 où l'on renoue avec une misère noire du 19e siècle. Et là, 1932, l'été 32, surtout dans les mines qui sont tout particulièrement touchées par les fermetures dans les mines. Nouvelle grande grève, la grève de l'été 1932. On a là un parti ouvrier belge qui ne soutient pas cette grève extrêmement combative. Le jeune parti communiste, lui, le fera. Il y aura finalement un succès limité, un relèvement généralisé des salaires qui est obtenu par les mineurs qui montrent que la lutte peut payer. On est à la 4e. Et la suivante, la 5e grève, celle de 1936. À la suite de la victoire du Front populaire en France, on sait comment ça se passe en France. C'est peut-être intéressant d'ailleurs d'en dire juste un tout petit mot, parce que les expériences internationales peuvent être toujours intéressantes pour tirer des leçons nationalement. Le Front populaire l'emporte aux élections en France. Il avait gagné ces élections sur base d'un programme de réforme profonde dont la réduction du temps de travail, mais également les congés payés et le relèvement généralisé des salaires. Et pour que ces réformes soient mises en œuvre directement, sans attentisme, en France, les travailleurs se mettent directement en grève pour l'exiger, ils vont occuper les usines. Et ça sera alors un gouvernement qui, soumis à cette pression, va y répondre et accorder la réduction du temps de travail à 40 heures semaine en France et les congés payés en plus du relèvement généralisé des salaires. En Belgique, par conduction, soulèvement également, grève de nouveau, qui là va obtenir un succès un peu moindre qu'en France. La plus belle des revendications, on la retrouvera, les congés payés 1936 seulement, donc il n'y a pas un siècle avant, on commençait à travailler, on y travaillait toute sa vie, les congés payés enfin qui sont obtenus. Les 40 heures, ça sera obtenu seulement dans les secteurs lourds et difficiles, c'est-à-dire celui des mines et celui des docks, dans les villes portuaires, dans les installations portuaires, mais pas dans le reste du monde du travail. Et alors, on aura un relèvement également des salaires. C'est la preuve que dans une conjoncture difficile comme celle des années 30, une grève qui là est offensive pour obtenir des choses. Et puis, on a encore 2 grèves après la Deuxième Guerre mondiale. La première qui la suit presque immédiatement, quelques années après, la grève à la faveur de la question royale, dans la phase finale de la question royale dans l'été 1950, une grève politique contre le retour de Léopold, une grève qui sera d'ailleurs très importante pour parler de cette grève qui aura lieu 10 ans plus tard, celle de l'hiver 60-61, parce que ce sont d'une certaine manière les mêmes acteurs, une grande partie de ces acteurs, c'est des mêmes familles qui ont vécu cette grève politique à l'occasion de la question royale de 1950. Et là, on a avancé 2 mots d'ordre qui apparaissaient terriblement radicaux. On va les retrouver et on va les retrouver combinés différemment lors de la grève 60-61. C'est l'idée de l'abandon de l'outil, l'abandon de l'entretien des installations industrielles, et l'autre, celle d'une marche sur Bruxelles, cette marche sur Bruxelles qui avait été désamorcée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1950, parce qu'elle allait tourner à l'insurrection, elle menait la Belgique au bord de l'insurrection, elle est évitée de justesse à la fin de la nuit, juste avant les premières informations de la radio nationale de l'IRM qui pourront annoncer que le roi Léopold III a accepté de se retirer. Les choses sont plus complexes, il le fait conditionnellement, mais alors on saisit son acceptation pour brandir sa
comme une victoire et désamorcer cette marche sur Bruxelles. Léopold III finira par abdiquer, comme on dit, en faveur de son fils. Et on se retrouve 10 ans plus tard alors. Et 10 ans plus tard, on a une 6e grande grève ouvrière. Elle va durer plus d'1 mois, 5 semaines d'une certaine manière. Et c'est la grève qui nous occupe. La grève de l'hiver, la grève autour de la Noël et de la nouvelle année 1960-1961, dont on aura l'occasion alors de parler pour en voir quelle est son évolution, quels sont les enseignements aussi qu'on peut en tirer. Voilà, alors, pour ce petit panorama historique. Oui. Merci Serge déjà de remettre ça dans un contexte un peu plus large, mais justement, et je vais quand même faire une petite précision pour les gens qui nous regardent. Si vous souhaitez poser des questions à Serge, vous les posez dans les commentaires de la vidéo sur Facebook et elles reviendront. Et enfin, dans la deuxième partie de l'exposé, on les posera à Serge. Donc, n'hésitez pas à fourbir vos armes de ce côté-là. Alors, ma deuxième question posée, justement, tu nous amènes à la période 1960. Voilà, on est 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi la situation politique, sociale en Belgique à ce moment-là? Qu'est-ce qui pousse les grévistes à passer à l'action? Voilà, le contexte, inutile de parler d'une grève qui est un événement historique simplement pour la décrire. Si on veut en dégager la signification, il faut bien la situer. Tu as raison de demander que ça soit fait. Tu parles de la situation à la fois sociale et politique. On va dire également la situation économique parce qu'elle mérite d'être prise en considération. D'une certaine manière, on est dans une phase d'expansion, mais dont les effets ne se retrouveront que dans les années 60, les Golden 60s. Les années 1950 sont encore des années qui sont particulièrement difficiles. Et en plus, on voit en Belgique une situation tout à fait particulière, qui est ce qu'on peut appeler le renversement de la polarité économique nord-sud. Qu'est-ce qu'on avait auparavant? Le 19e siècle, la Belgique, ce petit État, est un État extrêmement industriel, le fer de lance de l'industrialisation sur le continent après l'Angleterre. Mais c'était surtout à partir du sillon houillé de la Haine, la Sambre et la Meuse, les bassins du Borinage, de Charleroi, avec entre eux le bassin du centre et puis le bassin de Liège. C'était la région wallonne, l'épine dorsale de l'industrialisation et donc du mouvement du monde ouvrier wallon qui se retrouvait du côté, qui était le fer de lance de cette industrialisation en Belgique. Et ça a duré là jusque le milieu du XXe siècle, où l'industrie, c'était surtout l'industrie en Wallonie. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres industries ailleurs, il y a des centres urbains industriels en Flandre comme Gand et surtout Anvers, la ville portuaire, mais c'est surtout en Wallonie que l'industrie était particulièrement développée. Elle le faisait sur la base du charbon et puis sur la base de l'acier. Charbon et acier, l'épine dorsale de cette classe ouvrière belge qui est surtout wallonne. Et puis, la guerre. La guerre va amener une transformation du paysage économique. Pourquoi? La guerre est extrêmement rapide et courte, campagne des 18 jours, mais en 15 jours, le 25 mai, du 10 au 25 mai, c'est déjà tout cuit et la Belgique capitulera le 28, c'est-à-dire que sur 2 semaines, les armées allemandes, les armées nazies ont coupé la Belgique. Il n'a pas été possible de briser quoi que ce soit dans le matériel économique qui tombe aux mains des nazis entièrement intact. Et après cette occupation qui donne lieu à la résistance, et la résistance sera importante pour la question royale, mais également, on en retrouvera les effets pour la grève 60-61, pendant cette occupation de la Belgique, jusque l'automne 1944, c'est un appareil productif qui va servir
à l'occupant nazi. Et les alliés, comme on dit, c'est-à-dire en fait, du côté occidental, les États-Unis qui débarquent, on le sait, le 6 juin 1944, leur objectif, c'est de filer le plus vite possible à Berlin. Pourquoi ils veulent filer le plus vite possible à Berlin après avoir attendu tant pour débarquer sur le continent européen? C'est parce que l'Union soviétique, de l'autre côté, est en train de repousser les armées nazies et que les États-Unis ne veulent pas laisser à l'Union soviétique seule le soin de libérer l'Allemagne du nazisme. Il faut filer sur Berlin, il faut pour cela occuper rapidement les installations portuaires d'Anvers qui va permettre de servir de tête de pont pour cette offensive sur Berlin. Et donc c'est un rouleau compresseur qui va refouler l'armée nazie, qui n'a pas la possibilité de dynamiter, faire sauter les installations, et donc elle reste telle qu'elle intacte. La guerre aura eu n'aura presque eu aucun effet sur ces installations. Au contraire, elles ont tourné à plein rendement et elles restent complètement intactes. C'est fabuleux. Au lieu de reconstruire, comme ça se passe si souvent après les guerres, en Belgique, on peut se contenter de reprendre le potentiel économique. Sauf que, le potentiel économique, je l'ai dit, il est en Wallonie, il est centré sur le charbon et sur l'acier. Or, ce sont des industries qui apparaissent profondément vieillies à l'époque, surtout dans cette phase d'expansion qui va commencer, les 30 glorieuses, dont on verra surtout les effets, je l'ai dit, dans les années 60, et qui vont se caractériser par une domination d'un capital qui, cette fois-ci, est toujours plus international et donc américain, puisque ce sont les États-Unis qui ont cette hégémonie économique et politique sur le monde, avec le monde de l'Union soviétique de l'autre côté, mais dans le monde du marché, les États-Unis sont une puissance économique hégémonique. Le libre marché va laisser fleurir un capital largement transnational et international. Et donc, dans ce cadre-là, des investissements vont s'opérer en Belgique, mais ne s'opèrent pas en Wallonie, dans cette terre ouvrière où on cultive la grève, où les travailleurs sont fortement syndiqués, ont une conscience, une expérience. On va surtout l'implanter en Flandre, tout près du port d'Anvers, c'est sûr, mais en Flandre, là où il y a une espèce de réservoir de travailleurs avec peu d'expérience syndicale, ce qui permettra de comprimer à la baisse. Et ce n'est pas le charbon et l'acier qui vont être favorisés. Là, on découvre effectivement des mines du côté de la Campine, mais c'est surtout de nouveaux produits, de nouvelles marchandises, de nouvelles énergies. C'est le pétrole qui va être utilisé, ce sont les produits qui en font dériver, les plastiques qui vont, et donc toute une nouvelle industrie, une jeune industrie qui va faire maintenant le décollage, le démarrage économique de la Flandre, alors que la Wallonie de la vieille industrie tend à s'écrouler. La Flandre prend un nouveau départ. Et c'est dans ce cadre d'une économie wallonne vieillie qui subit les contre-coups des petites crises de 57-58. On va fermer maintenant les charbonnages. Le charbon doit céder la place à cette nouvelle énergie. Les charbonnages ont fait leur temps et donc le monde ouvrier wallon est confronté à cette situation de marasme qui touche le capital. La situation sociale, c'est celle d'un monde ouvrier épine dorsale du mouvement ouvrier belge en Wallonie, mais qui est de plus en plus soumis à des coupes qui sont d'ordre économique. Fermeture d'entreprises, des restructurations d'entreprises, les choses ne vont pas au mieux et il reste cette force ouvrière historiquement constituée son expérience, mais dans un contexte qui est particulièrement de crise. Et 1960 sera une année dans laquelle on va voir les tensions s'aiguiser. Le gouvernement, c'est un gouvernement de droite, un gouvernement chrétien libéral, le gouvernement Eskens III. Le gouvernement de droite va prendre prétexte d'un événement qui touche l'année 1960 en Belgique, la décolonisation du Congo, va lui attribuer le fait que devant
laisser l'indépendance au Congo, la Belgique qui perd beaucoup et qu'il s'agira de restructurer son économie pour mettre en place tout un appareil législatif qui vise à reconquérir une série de droits sociaux. Comment les choses vont-elles se passer? En utilisant cette excuse, si l'on peut dire, de cette indépendance du Congo. Il y a une espèce d'ironie là-dedans. Hein. On reconnaît qu'on a pillé le Congo, mais ici, ça n'aide plus beaucoup la Belgique. Et puis, les multinationales se sont emparées des ressources. Elles peuvent largement suppléer à l'intendance de l'État belge. Et puis, on se retrouve également dans une situation de lutte de libération nationale partout dans le monde. Il ne s'agit pas pour l'État belge donc de devoir mener de façon extrêmement coûteuse le maintien de l'ordre dans la colonie, on la laisse. Et donc on va utiliser cet élément pour justifier la prise de mesures de régression sociale et de mesures qui visent le redéploiement économique. Alors j'ai dit que c'est un gouvernement chrétien et libéral, avec un parti libéral, donc un parti qui vise une relance économique en mobilisant les forces du marché et en réduisant les droits qui avaient été conquis, acquis après la guerre de la sécurité sociale, mais il y a aussi dans le gouvernement un parti chrétien qui, lui, a une aile conservatrice qui est sur la même longueur d'onde, mais une aile également travailliste, si l'on peut dire. Celle de la démocratie chrétienne, celle qui est liée aux syndicats chrétiens, surtout très puissants en Flandre. Et donc, pour cette aile syndicale, il est extrêmement difficile de faire passer des mesures de régression sociale. D'où l'idée de tout noyer dans une loi cadre qu'on appellera la loi unique. Et la grève 60-61 va se faire contre cette loi unique. Peut-être un mot sur ce qu'elle représente. Deux aspects de cette loi unique, loi cadre, qui combine deux intérêts différents, ceux des préoccupations de droite de la droite libérale, libéraliser les marchés, relancer l'économie, et d'autre part, réduire les acquis sociaux, et ceux d'un monde, je ne vais pas dire de la gauche, hein, mais d'un monde ouvrier, hein, dont on retrouve les résonances à l'intérieur du parti chrétien et qu'il ne s'agit pas d'offusquer par trop avec un syndicat chrétien qui pourrait réagir. Il s'agit d'emballer alors une série de mesures de régression sociale qui vont toucher les pensions, donc réduction des conditions d'accès à la pension, qui vont toucher la maladie invalidité avec des contrôles renforcés sur les malades, qui vont toucher aussi le chômage, contrôle renforcé, mais conditionnalité également renforcée des allocations de chômage, puis réduction des salaires dans la fonction publique. C'est très important parce qu'on va voir que les secteurs publics seront un des éléments qui sera largement unificateur et détonateur aussi de cette grève 60-61. Et puis, il y a de nouvelles taxes qui vont être envisagées. C'est ce qu'on appelle encore la TVA. Hein, donc, on ne parle pas encore de TVA à cette époque, mais une taxe sur les transactions qui vont être portées par la population. Donc, il y a de quoi voir une attaque frontale. Et les organisations syndicales voient une attaque frontale aux acquis du monde du travail. C'est ce qui va alors se manifester à la faveur de cette année, de la fin de l'année 1960. La loi unique va être déposée au Parlement début novembre, le 4 novembre 1960, et donc 1900. Et donc, on va commencer à la discuter en novembre 1960. Les organisations syndicales vont maintenant se mettre sur pied de guerre. Peut-être s'agit-il, François, de préciser de quoi il s'agit? Mais oui, justement, tu viens de planter le décor et de présenter une partie des acteurs et une partie des motivations de ce mouvement social.
Justement, est-ce qu'on peut revenir sur les organisations syndicales, sur les partis politiques de gauche qui vont être aussi derrière cette action, et peut-être aussi des contradictions qui traversent le mouvement ouvrier en Belgique à l'époque. Voilà, et je vais essayer de faire bref parce que là, il y a de quoi voir. Hein. Quelles sont les forces en présence, forces politiques? On a, j'ai déjà parlé du Parti libéral, Parti chrétien, avec son aile syndicale et qui est au gouvernement. Dans l'opposition, on a le Parti socialiste belge, il n'est pas encore scindé en Parti socialiste et SPA. C'est un parti unitaire, Parti socialiste belge, qui est issu, après la Deuxième Guerre mondiale, du Parti ouvrier belge. Il ne voulait plus reporter le nom d'ouvrier qui était trop limitatif. Et puis le socialisme ne faisait plus peur à personne. Il était dans l'air du temps, Parti socialiste belge, qui est dans l'opposition. Et puis, il y a un petit parti communiste, celui qui avait mené en grande partie la résistance et qui en était sorti auréolé de la gloire de l'avoir mené, mais qui est en perte de vitesse. Il y a eu le congrès du Parti communiste en 54 où on choisit de revoir ses propres bases et d'une certaine manière de jouer le jeu parlementaire, mais ça ne va pas aider fortement le Parti communiste qui voit parlementairement ses scores se réduire. C'est un parti qui se retrouvera à moins de 2% au moment de la grande grève en termes de représentation électorale. Mais pourtant, son rôle dans le déclenchement de la grève sera sans commune mesure avec son poids électoral. La gauche, c'est le parti socialiste belge. Pour ce qui est des composantes parlementaires, on verra comment celle-ci va se comporter. Mais aussi les organisations syndicales. Et les organisations syndicales méritent qu'on en dise un mot. L'organisation syndicale qui est liée à ce parti socialiste, il est lié par l'action commune, alors qu'au sortir de la guerre, le syndicalisme socialiste avait montré un visage différent, issu de la guerre, de la clandestinité, et voulait en finir avec ce syndicalisme profondément lié au parti. On avait là un mouvement syndical unifié de tendance anarcho-syndicaliste. On voit un André Renard là, qui en est à sa direction et donc on le verra jouer un rôle dans cette grande grève dans lequel les communistes d'ailleurs ont fini par rentrer. Le mouvement syndical unifié va être à l'origine de la formation de la FGTB, donc la FGTB qui se veut autonome du parti socialiste belge, mais qu'il est si peu puisque dans sa formation, les délégués du MSU ne parviennent pas à imposer que les dirigeants syndicaux ne puissent pas être en même temps des parlementaires, avoir un mandat syndical et politique. Donc on voit la collusion entre ces deux ailes dans l'organisation syndicale avec une FGTB dont une grande partie sera très liée au Parti socialiste belge et on repercutera la ligne politique. Et d'autre part, une composante qu'on va dire anarcho-syndicaliste, et c'est celle-là qui nous occupera en grande partie pour ce qui est de cette grève 60-61. Alors, situation de syndicale, la FGTB est largement majoritaire du côté wallon, de la vieille classe ouvrière historique, si l'on veut dire. En revanche, elle est minoritaire en Flandre. Et c'est la CSC, le syndicat chrétien, qui la domine largement le monde ouvrier syndiqué en Flandre. Or, on sait qu'en Flandre, la composante populaire est plus importante qu'en Wallonie, disons du 6-4 si l'on veut dire, 60-40, et donc ça va jouer aussi. Au niveau de la FGTB, si c'est en Wallonie que la FGTB est réellement hégémonique dans le monde ouvrier, au niveau national, la branche flamande est légèrement plus importante, quelques dizaines de milliers de membres en plus. Donc, d'une certaine manière, au niveau national, la FGTB est fortement coupée entre
un syndicalisme qui va être un peu la caisse de résonance d'une radicalité ouvrière en Wallonie, et un syndicalisme très lié au Parti socialiste par son accointance en Flandre. Et on verra que les radicaux en Wallonie font porter le chapeau, non pas vraiment sur le Parti socialiste, hein, qui impose sa ligne à une fraction syndicale de la FGTB, mais le font porter à la Flandre et aux syndicats chrétiens qui dominent et qui lient alors l'organisation syndicale pour pouvoir avancer cette revendication de fédéralisme. On la verra bientôt à l'heure. Ici, on a placé les grandes composantes. Hein. PS, dans l'opposition Parti communiste, relativement faible, très faible, électoralement, parlementairement, mais cela, c'est sans commune mesure avec son poids au niveau syndical et dans le monde ouvrier, on va bientôt le voir, et puis au niveau syndical, FGTB et CSC, ben, dans la configuration que j'ai définie. Ok, bon, bah maintenant, tout le cadre est posé. Justement, on va pouvoir aller dans les actions et dans les revendications, les moyens d'action du mouvement de l'hiver 60-61. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Voilà, j'ai dit. Donc le projet de loi va être envisagé, présenté. Hein, on sent à la fin de l'année 1960 que des choses vont se passer. Les services publics, je l'ai dit, sont particulièrement touchés. Ça va être un élément important parce que les services publics vont proposer, vont envisager de lancer une grève le jour du dépôt à la Chambre le 20 décembre de ce projet de loi unique le 20 décembre. Et avant cela, hein, on se mobilise. Hein, donc, on se mobilise avec l'idée de faire une première journée d'action avant même que ce projet de loi soit déposé. La régionale de Liège hein, va prendre la date du 15 décembre. Elle n'est pas innocente, le 15 décembre 60. Qu'est-ce qui se passe? C'est le roi qui se marie, donc le jour du mariage royal, et on prend le 15 décembre. Mais ça ne va pas d'autant plus que la Fédération des entreprises, la Fédération des industries belges, à l'époque FIB, qui est devenue la FEB, la Fédération des industries, va décréter que c'est jour de congé, le jour du mariage royal. Donc ça sera la veille qu'il y aura une journée d'action, manifestation et grève qui va être lancée le 14 décembre. On en fera le bilan le lendemain du mariage du roi, le 16 décembre. Et le 16 décembre, là, on va voir à l'intérieur de la FGTB deux lignes politiques qui vont s'affronter et qui se cristallisent dans deux motions. Une qui proposait la grève et l'autre qui propose de s'abstenir de la grève et parle seulement d'une journée d'action. Qui porte ces motions? La motion qui est portée, qui est soutenue par les régionales wallonnes. Et quand je dis régional, c'est important de le dire parce que la FGTB est composée d'une double manière. Hein, des centrales professionnelles d'une part, c'était elles historiquement qui l'ont constituée, et puis des régionales qui rassemblaient de façon intersectorielle hein, les différentes entreprises des régions, la régionale de Liège. Et à la régionale de Liège, on retrouve André Renard, qui sera cette figure de proue de la grève 60-61, qui lui donnera sa coloration. La régionale de Liège propose la grève. Mais ce n'est pas l'ensemble de la grève que l'on va connaître. Ce n'est pas une grève longue, c'est moins encore l'idée d'une grève aussi. Une grève d'un jour qui devrait avoir lieu en janvier. Et on ne précise pas quel jour de janvier. Voilà ce qui est proposé au vote par la régionale. S'oppose à cela une motion qui propose une réaction de moindre envergure, simplement une journée d'action. Et là, ce n'est pas une régionale, mais c'est une centrale, la centrale générale,
qui domine en Flandre et la proposition d'une journée d'action, donc va contrebalancer celle d'une journée de grève. On met ça au vote. Et le vote va montrer une division presque parfaite nord-sud de cette FGTB. Les Flamands vont voter tous pour la motion qu'on appellera celle de Door Smets, Smets de la centrale générale qui l'a proposée, là où les régionales wallonnes, sauf celle de Moucron et une partie de celle de Tournai, mais toutes les régionales wallonnes s'alignent sur la motion de la journée de grève qui a été proposée par André Renard. Intéressant de signaler également que Bruxelles va, elle, s'abstenir. Et le résultat du vote est, avec cette abstention, une légère majorité en faveur de la proposition flamande, la proposition donc d'une journée d'action opposée à la journée de grève. Sauf que les choses vont se passer autrement. Elles se passent autrement de deux manières. On est le 16 décembre ici et très vite, après le 16 décembre, après le week-end du 18 décembre, dès le lundi 19 décembre, les choses s'animent. On doit discuter le 20 décembre à la Chambre de cette loi unique, cette loi 4. Et les services publics, la CGSP, la Centrale Générale des Services Publics de la FGTB, a décidé la grève. Et elle va même, à certains endroits, le décider en front commun avec la CSC. Les services publics qui sont le plus durement touchés par cette loi unique vont partir en grève le 20. Et la veille, qu'est-ce qui se passe? La veille, le lundi 19 décembre, on a, là je l'avais signalé, un parti communiste qui, en termes parlementaires, même si depuis le congrès de Virvolt 54, il joue la carte parlementaire, est relativement limité. Le Parti communiste a un impact à la base et un impact syndical important avec des dirigeants syndicaux de tout premier ordre et notamment Robert Dussart à Charleroi, également Marcel Béouir à Liège. C'est peut-être l'occasion de signaler que Adrien Thomas va bientôt publier, ça sera avec la CMB, va bientôt publier un ouvrage sur Robert Dussart où il mettra en évidence le rôle de Robert Dussart pour lancer la grève. On est le 19 décembre, la veille de la discussion, la veille de la grève dans les services publics et aucun mot d'ordre de la FGTB de grève générale. Mais alors Robert Dussart va en profiter aux ASEC. Il a expliqué ça, qu'il va demander que dans son bureau de syndicat des ouvriers viennent le rejoindre, se pose des questions pour proposer une assemblée l'après-midi, une assemblée aux ASEC le lundi 19, dans lequel va être voté, et ça mérite d'être signalé, avec la représentation CSC, donc en front commun, va être voté une grève au finish. Donc c'est vraiment aux ASEC et sous la direction et l'impulsion de dirigeants communistes que ça va se faire. Ensuite, il va contacter ses camarades de Liège, de Coqueril-Ougré, ce n'est pas rien, 45 000 travailleurs pour indiquer que les ASEC seront en grève et le mardi 20 décembre au petit matin, à 7 heures du matin, là les travailleurs des ASEC vont aller se répartir dans toutes les usines environnantes pour aller demander qu'on se mette en grève. La grève qui avait été proposée que pour une seule journée en janvier et dont la proposition avait été écartée lors du congrès de la FGTB, elle devient un fait. Une réalité par le mouvement même des travailleurs. La Belgique se lance dans sa 6e grande grève générale en l'hiver 1960. Ça méritait d'être signalé. Alors, comment cette grève va-t-elle maintenant, excusez-moi, se dérouler? La grève prend une ampleur nationale. Les services publics contribuent à cette unification. L'épine dorsale du mouvement ouvrier en Wallonie est en grève. La grève va se répandre.
Et donc, on en arrive à la Noël 1960, le dimanche 25, dimanche de Noël. C'est toute une première semaine de grève où elle va s'étendre, où elle va toucher également non seulement les travailleurs de la FGTB, mais ceux de la CSC. Petite parenthèse, ça amènera aussi, si on veut prendre un des acteurs de cette grève, le clergé en la personne du cardinal Van Rouy, qui intervient une dernière fois dans les affaires politiques du pays. C'était pas privé à la question royale de le faire pour réclamer que l'on rentre au travail et que les travailleurs, les chrétiens, les citoyens dignes ne se lancent pas dans ce mouvement de grève, ce à quoi des prêtres de Serein répondront la veille de Noël qu'ils sont solidaires du mouvement ouvrier et de cette grève. Donc, tentative d'unification à la base, même si le sommet le refuse. C'est ce à quoi on assiste dans la première semaine. Extension de la grève et grève qui devient véritablement nationale. On passe la Noël et on rentre dans cette deuxième semaine de grève qui est la semaine entre Noël et Nouvel An. Et dans cette semaine entre Noël et Nouvel An, expansion nationale de la grève, en ce compris en Flandre. Donc dans les villes industrielles et ouvrières flamandes, mais un peu partout en Flandre. Souvent en front commun ou bien avec la FGTB contre la vie de la CSC. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la FGTB n'a jamais donné de mot d'ordre général de grève. Ça contribuera à entraîner à la confusion. Mais donc là, il y a rattrapage en cette deuxième semaine en Flandre de la grève. La grève est véritablement nationale et pourrait prendre un aspect national. Mais il y a décalage des forces du côté de la Wallonie. Et dans la Wallonie, où la FGTB domine, on va voir apparaître le mot d'ordre de réforme de structure qui est lancée par la FGTB, elle avait été reprise par le Parti socialiste belge, et que l'on va lier avec celle du fédéralisme très bientôt. Deuxième semaine de grève, rattrapage national. On va passer après la nouvelle année, donc on rentre dans une troisième semaine de grève, et là, le mot d'ordre de réforme de structure liée à la revendication du fédéralisme va amener un repli sur la Wallonie de ce mouvement gréviste, alors même que dans cette troisième semaine, des voix s'élèvent pour réclamer un mot d'ordre unificateur, celui d'une marche, d'une grande manifestation, une marche sur Bruxelles. Si on permet cette petite parenthèse, on se trouve donc confronté à deux mots d'ordre d'une grande radicalité qui rappelle le grand combat gréviste, grève politique de la question royale en 1950, 10 ans plus tôt. J'ai dit ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes familles qui participent. Le souvenir en est encore vivace. Quels étaient ces deux mots d'ordre? Marche sur Bruxelles et abandon de l'outil. L'abandon de l'outil avait commencé à être mis en œuvre, pas longtemps, puisque Léopold va abdiquer le 1er août lors de la question royale. Et la marche sur Bruxelles, elle avait été un mot d'ordre qui avait amené précisément à cette abdication de Léopold, pressé par le gouvernement qui veut éviter cette marche qui aurait pris une allure en 1950 insurrectionnelle. On est 6 ans après le désarmement de la résistance en 1944, qui n'est pas si désarmé que cela d'ailleurs. On remobilise, les partisans armés remettent leurs militants sur pied de guerre. On sait que la manifestation aurait été armée. La marche sur Bruxelles avait une coloration particulièrement radicale, on l'a étouffée. Ces deux modes, marche sur Bruxelles et abandon de l'outil, vont ressurgir. Et ce n'est pas innocemment que le leader wallon liégeois André Renard
anarcho-syndicaliste, si l'on veut, mais qui a quand même pas mal d'acquaintance avec le parti socialiste qui prône lui aussi les réformes de structure, va lancer le mot d'ordre du fédéralisme et des réformes des structures comme mot d'ordre d'un mouvement. Et donc là, on voit un mouvement qui va être celui d'un repli sur la seule Wallonie, là où le mot d'ordre qu'il va combattre d'une marche unificatrice sur Bruxelles, le mot d'ordre ne sera pas pris en compte. Le résultat va être, dans cette situation inégale, où en Flandre, le combat est bien plus difficile, le combat syndical est bien plus difficile avec une présence de la CSC, de beaucoup plus petites entreprises, des situations infernales au piquet où certains réclament de rentrer au travail. En Wallonie, la situation est plus simple et donc la grève va pouvoir se poursuivre, surtout en Wallonie, mais elle va être dorénavant menée au nom d'un mot d'ordre qui finira par être imposé des structures syndicales wallonnes qui ont suppléé à l'absence de mot d'ordre national de la FGTB pour créer un comité de coordination des régionales wallonnes qui va pouvoir diriger la grève et qui le fait avec ce mot d'ordre qu'il s'agit d'opérer des réformes de structure, mais que ces réformes de structure, on ne pourra les mettre en œuvre qu'à partir du fédéralisme. Alors, quel est le raisonnement ? Réforme de structure, d'abord. C'est un mot d'ordre, il faut insister là-dessus, qui peut sonner radicalement, mais qui en même temps est un mot d'ordre qui résonne de façon différente selon qu'on se trouve dans le monde ouvrier à la base ou bien dans la direction syndicale ou des partis. Quand on parle de réforme de structure, on l'entend comme une énorme transformation de la situation des travailleurs et un coin enfoncé dans le capital, dans le pouvoir du capital. Réforme de structure, ça veut dire donner du pouvoir au monde ouvrier. Mais en même temps, quand on est soumis aux lois du marché, l'interprétation des directions à la fois syndicales, celle du Parti socialiste belge du PSB, c'est celle de dynamiser l'économie avec quelquefois des crises, et en Wallonie tout particulièrement cette crise de l'industrie vieillie des charbonnages. Donc, réforme des structures est prise de façon différente. Pour le monde ouvrier, un mot d'ordre extrêmement radical, mais pour les directions, c'est finalement non pas un coin enfoncé dans l'offensive du capital contre le travail, mais plutôt un aménagement de ce capital pour lui permettre une meilleure rentabilité, mot d'ordre qui est donc ambigu. Et le fédéralisme. Mais l'idée, elle est celle-là, hein, et André Renard l'exprime remarquablement. Je l'ai déjà signalé, c'est la situation syndicale. La situation syndicale, c'est celle d'une FGTB très forte en Wallonie, mais qui est soumise nationalement, par la voie démocratique de la majorité, à une majorité flamande. Et on l'a vu lors du vote de cette motion le 16 décembre, dans lequel l'idée de la grève de la centrale, de la régionale liégeoise a été écartée au profit de l'idée flamande de la centrale générale d'une journée d'action. Donc, la FGTB divisée, une composante wallonne extrêmement forte, mais soumise à une composante flamande. Et la composante flamande, ben, les pieds et poings liés à l'organisation syndicale dominante en Flandre, qui est l'organisation catholique. De la même manière, au niveau politique, la Wallonie n'a pas son destin en main, puisqu'elle est pieds et poings liée aux structures nationales de la Belgique, qui est dirigée par une Flandre cléricale et acquise aux idées du marché du capital. Si l'on prend la Wallonie avec un parti socialiste fort, qui pourrait être d'ailleurs secondé par d'autres petites composantes, le Parti communiste et éventuellement une aile chrétienne qui se séparerait du Parti social chrétien, en Wallonie, on a une majorité progressiste qui pourrait mener les réformes de structure dont on envisage qu'elles se feraient au nom des intérêts des travailleurs. Et donc, c'est ce mot d'ordre, réforme de structure et fédéralisme, qui va, la troisième semaine, prendre la place, et on verra partout
En Flandre, une grève qui se tarit, la difficulté est bien plus grande de maintenir la situation au piquet, et en Wallonie, elle se poursuit, cette grève, mais elle se poursuit maintenant, non plus pour cet objectif qui était de s'opposer à la loi unique, elle finit par être avalisée à la Chambre, cette loi unique, et donc le combat contre elle semble s'étioler, mais elle prend cette nouvelle formule qui a été décidée par la direction syndicale de la FGTB en Wallonie et tout particulièrement d'André Renard, et qui correspond aux décisions d'un parti socialiste, celle de réforme de structure, mais qu'on va allier au fédéralisme, de sorte que cette grève générale, une grève particulièrement importante, la plus importante, celle qui a touché le plus de monde dans l'histoire générale de ce pays des grèves qu'est la Belgique, cette grève générale va finir par accoucher de cette revendication d'un fédéralisme qui percolera ensuite pour aboutir aux différentes réformes de l'État, la première étant celle, 10 ans plus tard, de 1970, suivie de 1980, et puis encore la réforme de 1988, la plus importante, où on donne toute une série de moyens aux régions et aux communautés, communautarisation de l'enseignement, et puis les différentes réformes qui nous ont menés là où on se retrouve. Voilà ce qu'on peut dire sur cette grande grève qui a eu un impact énorme, qui a paralysé l'économie, qui a duré 5 semaines, mais dont la première, celle du démarrage avant la Noël, suivie par la deuxième, et celle d'une grève qui prend une ampleur véritablement nationale sous l'égide d'ailleurs de services publics qui sont les plus touchés et qui est nationale. Mais puis, dès la troisième semaine, avec le mot d'ordre de réforme de structure allié au fédéralisme, un repli sur la Wallonie qui va faire porter à ce mouvement ouvrier cette revendication d'une plus grande autonomie wallonne, donc du fédéralisme, qui va être porté par ce mouvement ouvrier. Voilà. Ok, merci Serge. Est-ce que tu pourrais peut-être, et avant d'arriver peut-être à une première conclusion générale un peu sur l'interprétation qu'on peut donner et les leçons qu'on peut tirer, mais les conséquences immédiates notamment pour la gauche politique et syndicale, est-ce que ça va entraîner des ruptures? Est-ce que ça va entraîner peut-être un regain d'intérêt pour le Parti communiste? Est-ce que ça va creuser un peu plus les contradictions entre la Flandre et la Wallonie au sein du mouvement ouvrier? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Évidemment, oui. Donc, c'est une des grandes conséquences de la grève. On a d'une certaine manière, parce que c'est le tout dernier grand combat gréviste aujourd'hui, et on va avoir les conséquences, j'imagine, de la grève. On a quelques minutes encore pour en parler. Donc, des conséquences de la grève. Il y aura les conséquences répressives. On les retrouve d'ailleurs aujourd'hui, où le droit de grève est toujours plus contesté. Là, on a fait la grève. Pendant 5 semaines, on a paralysé complètement le pays, alors que quand on parle d'une journée de grève aujourd'hui, certains, on voit de quel bord il se situe, certains crient, de grands cris d'orfraie, en disant qu'on paralyse pour un jour l'activité économique, qu'on empêche le droit au travail. Là, c'était pendant 5 semaines. C'est une toute grande grève qui a eu lieu, et elle va accoucher, non pas d'un résultat positif, parce que la direction de la grève va l'orienter sur ce qui étaient les points forts du mouvement ouvrier, la vieille classe ouvrière wallonne, mais celle qui réagit au coup de boutoir dont elle fait l'objet, les fermetures d'entreprises qui vont contribuer à changer complètement le panorama économique. Cette vieille classe ouvrière wallonne va être d'une certaine manière la porteuse de cette revendication d'une autonomie plus grande des structures de la Wallonie qui donnera les structures fédérales, puisque l'on réclame le fédéralisme dans la perspective de mettre en œuvre ce mot d'ordre qui est ambigu de réforme de structure, je veux dire ambigu,
compris différemment dans le monde ouvrier que dans les directions de partis où là il signifie amélioration des conditions du marché et du capital. Donc c'est le mouvement ouvrier qui va porter ce fédéralisme et donc qui n'a pas réussi cette unification ni à s'imposer. Et donc on va voir comment on réagit alors cette composante syndicale qui dirige du côté francophone la grève. Quelle a été la direction impulsée par André Renard? Alors que des mots d'ordre inverse réclament la marche sur Bruxelles, j'ai signalé. Il finit par imposer dans ce CCRW, ce comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB, mais qui, d'une certaine manière, ça a supplanté l'absence, donc c'est substitué à l'absence de direction FGTB nationale. Il va réussir à impulser l'idée que si les Wallons prennent leur destin en main, pour la Wallonie ouvrière, ça sera tout bénéfice, puisque on pourra y mettre en œuvre enfin une politique qui sera libérée des entraves que la droite chrétienne flamande lui pose. C'est un mot d'ordre qui se retrouve dans celui du Parti socialiste belge. Tout anarcho-syndicaliste soit André Renard. C'est d'ailleurs un des traits de l'anarcho-syndicalisme que de ne pas vouloir s'impliquer en politique l'amène souvent contre son gré à suivre les rapports de force politique qui s'imposent. Et le PSB avait aussi cette idée. C'était, lui qui était dans l'opposition, d'aller au pouvoir. Et le combat gréviste s'est fait dans la perspective de faire tomber le gouvernement. C'est radical, faire tomber le gouvernement. Sauf que il s'agit de voir quel gouvernement on va mettre en place. Et effectivement, le gouvernement, ça sera un des résultats de la grève. Il va tomber. Et puis, on ira aux élections, donc on pourra avoir un nouveau gouvernement qui se reforme et un nouveau gouvernement qui sera là de centre-gauche avec des chrétiens, Parti social-chrétien, et le Parti socialiste. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gouvernement? Mais il va mettre point par point les divers éléments de cette loi cadre, de cette loi unique, en œuvre, et donc d'une certaine manière là, le monde ouvrier n'aura rien gagné sur ses revendications, mais il aura obtenu, si l'on peut dire, d'apparaître au niveau régional wallon comme étant la grande composante qui va être porteuse de cette revendication d'un fédéralisme en Belgique. Alors, dernière conséquence qu'il faut signaler, l'aspect profondément répressif. Donc, il faut le signaler également, la répression dont va faire l'objet les grévistes. On va mettre 4 projets de loi de réforme du code pénal, dont une visera les piquets de grève, donc faire un piquet de grève, empêcher le travail, il faut absolument l'éviter, on visera à le réprimer. Et puis, on introduira également les actions sur la voie publique avec cette idée, et ça va nous parler, ça, d'entrave méchante, on a retenu cette expression, entrave méchante à la circulation. C'est, il y a pas plus tard qu'un mois et demi, ce qui a permis à un tribunal de condamner 17 syndicalistes, dont Thierry Botsson, dirigeant de la FGTB, de les condamner avec sursis, mais pour cette entrave méchante à l'occasion de la grève d'octobre 2015 sur le pont de Chérat. Donc on voit que cette mesure qui est prise après la grève a encore des répercussions sur cette question du droit de grève, et je crois que la véritable signification de cette grande grève, au-delà du fait qu'elle ait été importante, au-delà du fait que de son combat contre la loi unique, elle a dévié sur la revendication du fédéralisme, d'une certaine manière ouvrant l'agenda belge qui nous amène là où nous sommes en termes de réforme institutionnelle fédérale. Mais on a également eu cet aspect
qui suit tous les grands combats ouvriers et qui va encore aujourd'hui nous marquer. Qu'est-ce qui a changé? On n'a plus de grève d'une certaine ampleur aujourd'hui. On n'a plus ces grandes grèves. La composition du mouvement ouvrier a changé. La vieille classe ouvrière wallonne, aguerrie, c'est terminé. Les mines ont fermé, la sidérurgie se réduit comme une peau de chagrin, la composition du monde ouvrier devient différente, il est de plus en plus difficile d'opérer la grève, il est plus difficile aussi parce qu'on va vivre ensuite dans les années 60 une période de prospérité, plus de gâteaux à se partager, donc moins de possibilités de contestation. Ceci étant, il y a encore de larges combats qui sont menés dans les années 60, combat de Zwartberg en Flandre, dans les mines flamandes c'en est un, mais qui n'aboutira jamais à une nouvelle grève générale nationale. Et puis on aura, avec la crise, des soubresauts et des contestations et des grèves qui feront systématiquement débat à partir des années 1980 également, où chaque fois le débat va être porté sur la question du droit de faire grève que l'on oppose au droit du travail. C'est-à-dire qu'on oppose un droit collectif à un droit individuel, alors que le droit de grève, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais ça a été arraché après la Première Guerre mondiale, ce droit de grève. Il y avait eu certains événements comme la Révolution qui avait triomphé en Russie, il y avait des révolutions en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, il fallait éviter. Cela, on avait fait des concessions, la grève avait été conçue comme un moyen de bloquer l'activité économique. C'est aujourd'hui ce qui est profondément remis en cause, le droit de bloquer l'activité économique, comme si la grève devait être un droit individuel d'un travailleur qui dit bah oui, je vais protester en me mettant personnellement en grève, mais je ne veux pas empêcher la poursuite de l'activité économique. La grève, c'est l'empêchement de l'activité économique. C'est comme ça qu'elle est conçue, comme ça qu'elle a été pratiquée, comme ça que la grève de l'hiver l'a montré, où le pays a été véritablement paralysé, et une paralysie qui était bien plus importante encore que celle que l'on connaît aujourd'hui à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, quels sont les enseignements que l'on va tirer? Le combat gréviste, il est fortement remis en cause, donc il s'agit de le défendre comme une arme du mouvement ouvrier, du mouvement syndical du monde du travail de façon générale. Mais surtout, il s'agit, de créer un rapport de force qui permet d'éviter ces attaques frontales qui sont systématiquement mises en œuvre parce que tout ce qui est contenu dans la loi unique, j'ai cité ces régressions en matière de maladie, invalidité, de pension de retraite, de chômage, en matière d'impôts qui pèsent sur le monde du travail, ce sont tous les éléments que l'on retrouve renforcés aujourd'hui. Donc, rapport de force à créer, que ce soit à travers les grèves qui n'ont plus cette ampleur nationale, mais à travers des grèves qui sont sectorielles, etc. Ou bien à travers toute une série de méthodes d'action comme la manifestation, la pétition, créer un rapport de force et avoir une direction de ce rapport de force qui soit susceptible de faire valoir la voix populaire et qui ne se limite pas simplement à réclamer la chute d'un gouvernement, comme si le gouvernement qui lui succédera pouvait faire mieux, comme si, avec le gouvernement qui lui succéderait, ce serait moins pire. Que ce qui se fait, non, le seul véritable enseignement, la véritable leçon de cette grève, c'est peser en termes de rapport de force et avoir une direction qui permet de défendre les intérêts des travailleurs sans nécessairement la faire dévier. La grève, je terminerai là-dessus. La grève, et puis on va voir les questions. Et donc, je serai tenu dans ma petite heure. On prendrait une quinzaine de minutes éventuellement pour les questions. Mais si je peux terminer, donc pour conclure. Donc, la question de la grande grève aujourd'hui, c'est celle d'un rapport de force et celle d'une direction qui soit celle
de l'ensemble de la population qui subit de plein fouet la crise, qui en est la victime, celle du monde ouvrier, comme on l'appelait, et qui ne soit plus déviée sur ces questions de division qu'a amené le fédéralisme toujours plus aujourd'hui. On le voit actuellement, que je rappelle simplement la grande réforme de 1988, troisième réforme, avec la communautarisation de l'enseignement. Mais cette communautarisation est l'exemple le meilleur que les structures fédérées qui avaient été envisagées en 60-61 par la direction du Parti socialiste belge, par la direction anarcho-syndicaliste André Renard, comme étant la meilleure des solutions, mais a amené à des restrictions dans les budgets de l'éducation, non plus nationale, mais dorénavant de la communauté française, qui a mené à ces 3000 emplois qui ont été supprimés par la ministre Onkelings et qui ont donné lieu alors à ces grandes grèves de 1996 dans l'enseignement, contribuant à peser sur ce rapport de force. La grève reste un de ces moyens, entre autres, dans la perspective de donner de la force, à défaut de pouvoir, au mouvement ouvrier. Voilà, ça sera ma conclusion. Hein, et je vais voir les questions alors. Merci beaucoup Serge pour cet exposé si clair. Et justement, on évoque, il y a une question qui revient et je vais essayer de toutes les aborder au fur et à mesure. Hein, que nos spectateurs et spectatrices ne s'inquiètent pas, on a encore un peu de temps devant nous. D'ailleurs, merci d'être resté dans le cadre du temps imparti. Il y a une première question qui est posée, c'est que les motivations sont... on entend souvent cette remarque-là de nos jours hein, dans la contestation du droit de grève, que c'est une grève politique, que ça sort du cadre strict des entreprises. Et la question portait, est-ce que c'est courant en Belgique, les grèves à caractère politique dans l'histoire? Je pense que le début de l'exposé allait un peu dans ce sens-là, hein, que les revendications qui dépassent largement le cadre des entreprises et des revendications matérielles immédiates, c'est un peu une histoire régulière en Belgique. Oui, et donc les grèves politiques, c'est effectivement les grèves belges pour le suffrage universel. Hein, avec cette idée, c'était dirigé par le Parti ouvrier belge à la fin du 19e, début 20e siècle. C'était l'idée que si on obtenait le suffrage universel, mais on pourrait finir par envisager que les travailleurs votent pour le Parti ouvrier qui obtiendrait ces fameux 51% et puisse la rentrer franc battant au gouvernement et diriger le carrosse qui mènerait le monde du travail souffrant vers le socialisme. Donc ce sont des grèves politiques pour des objectifs politiques. Et on y renoue à la question royale parce que la grève contre le retour du roi est une grève qui se fait sur la question du roi, mais aussi sur la forme de l'État et ce que représentait le roi comme menée autoritaire, lui qui est considéré dans le mouvement ouvrier comme ayant et collaboré avec le nazisme et certains éléments d'ailleurs contribuent à le montrer. Donc grève politique, oui. La grève de l'hiver 60-61 est une grève à caractère syndical et social. C'est contre ce plan de loi unique qu'on appellera d'ailleurs, on le sait, loi inique dans le mouvement ouvrier, et qui rassemble ces séries de mesures de régression sociale que se bat le monde du travail, mais qui prend finalement cette tournure plus politique et très étonnamment, paradoxalement, les paradoxes ils s'expliquent dans l'histoire, très étonnamment et paradoxalement, c'est la direction anarcho-syndicaliste de Renard qui lui fait prendre les rails de la revendication politique du fédéralisme quand il l'associe aux réformes de structure, et là qui l'attelle d'une certaine manière à cet objectif politique de faire tomber le gouvernement pour pouvoir obtenir un nouveau gouvernement qui mettrait en œuvre les rails pour obtenir ce fédéralisme et de faire de la Wallonie ce petit paradis dans lequel, séparé
des obstacles que pose la Flandre, la Wallonie pourrait se gérer elle-même dans le sens socialiste. Donc, la revendication politique, elle est d'une certaine manière présente en 60-61, elle s'inscrit dans la perspective des grèves belges, mais c'est une revendication politique qui a d'une certaine manière dévoyé le mouvement sur les revendications initiales qui visaient l'unification du monde du travail comme j'ai perdu le sens en lisant le mot qui intervient là maintenant. Je m'en excuse. Voilà, c'est ça comme ça. Ok, merci Serge. Alors, il y a une autre question par rapport, et ça permet aussi de faire le lien avec l'actualité, c'est la question du soutien de la population. Et allez, on va dire, bon, tu avais écrit dans une brochure qui va être éditée prochainement par l'association Joseph-Jacques Motte. Enfin, tu évoquais un peu la situation de la classe ouvrière en Wallonie et le soutien massif aussi de la lutte. Qu'est-ce qu'il en est du soutien de la population? Comment ça s'articule? Et où on en est où, d'après toi aussi maintenant? Comment on en est arrivé au manque de soutien parfois pour les actions de lutte syndicale? Oui, je sais que l'association Joseph-Jacques Motte va republier cette brochure il y avait 30 ans, donc ça a vieilli, donc on la sortira d'une petite introduction dans laquelle on reprécise les choses, mais effectivement, j'insistais sur le fait, il y a 30 ans, sur le fait que dans le monde ouvrier wallon avait été d'une certaine manière celui qui a porté cette revendication du fédéralisme, donc qui s'est substitué aux différentes couches sociales wallonnes, qui sont toutes liées à la grève, et j'essaye de le montrer. On voit les agriculteurs, mais aussi les commerces, surtout dans les régions ouvrières. Les commerçants sont fermement liés à ce monde ouvrier, d'une certaine manière. On se mélange, on se connaît, ce sont leurs clients, et donc soutiennent le mouvement. C'est d'une certaine manière donc ce mouvement ouvrier à l'occasion de la grande grève qui va lancer cette ligne politique et donc qui en prend la direction. Donc, à la faveur donc, de cette direction anarcho-syndicaliste, j'avais dit, qui arrime le combat ouvrier sur cette revendication d'avoir une certaine autonomie des structures et une certaine autonomie des institutions wallonnes qui permettra de mettre en œuvre cette mythique réforme des structures. Réforme des structures, encore un mot là-dessus, elle fait référence aussi à ce qui avait été débattu dans l'entre-deux-guerres derrière le plan du travail de Demann, qui avait aussi pour objectif de tenter de réunifier le mouvement ouvrier derrière le Parti ouvrier belge en proposant un grand programme de réforme qui dépassait les réformes immédiates. Et là, effectivement, on parlait de réforme de structure, mais Demann l'inscrivait là dans la perspective de réforme politique autoritaire également. Et puis, on sait comment il a terminé en rejoignant immédiatement après l'occupation belge dès juin 1940 l'occupant nazi et en dissolvant le Parti ouvrier belge, puisqu'il était devenu dirigeant, et en appelant à la collaboration. Mais cette idée de réforme de structure revient sur ces grands débats de l'entre-deux-guerres et qui n'ont jamais véritablement été tranchés. Ils ont une apparence, un vernis d'anticapitalisme profond. Et pourtant, ils s'inscrivent également dans la perspective de dynamiser le capitalisme. C'est là leur ambiguïté. Mais là, si tu me permets de réagir un peu, justement, il y a une ambiguïté dans la question de la réforme de structure et qui renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure. Mais d'un côté, ça dépend un peu de qui analyse les projets, notamment du plan du travail dans les années 30, parce que d'un côté, c'est vrai, il y a la déviation ultra-droitière pour en arriver où on sait d'Henri Demann, et de l'autre côté, au même moment, Georges Dimitrov, lors du 7e congrès de l'Internationale communiste, déclare que les communistes en Belgique et le mouvement social pourraient s'appuyer sur le plan du travail pour faire avancer justement la cause. Mais voilà, c'est toujours un peu complexe.
Mais c'est parce que je vois qu'il y a aussi pas mal de réactions justement sur la position des communistes par rapport au fédéralisme. Et cette question-là, justement, elle est loin d'être facile à trancher parce que d'un côté, le Parti communiste, lors des grèves de 60, a pas mal appuyé l'unité des travailleurs au nord comme au sud, tout en étant une des forces motrices pour certains de ces militants, de ces cadres, au sein du mouvement populaire wallon qui va émerger, et tout en défendant une certaine idée des réformes de structure, une certaine idée du fédéralisme. Comment on peut expliquer ça Comment expliquer que les communistes, et aussi, sans avoir les mêmes visées justement que les directions socialistes et syndicales, et aussi défendu une certaine idée du fédéralisme, une certaine idée de l'autonomie wallonne, tout en mettant un accent, et tu peux le voir. Et là, la grosse difficulté, parce que je vais donner une interprétation qui est la mienne. Si on se fonde sur les éléments historiques, là, incontestables. Le Parti communiste, tout petit en Belgique, à sa fondation, deux composantes qui sont unies par l'international et qui vivotera d'une certaine manière sans véritable ancrage dans le monde ouvrier jusque la grande grève de 1932. Alors là, premier ancrage, première grande crise dans le Parti ouvrier belge et premier développement du Parti communiste en Belgique. Et puis la guerre. Et dans la guerre, dans cette situation d'occupation que vit la Belgique, les choses semblent se renverser. Le Parti communiste, qui était le parti d'opposition par excellence, devient le parti qui va diriger la résistance anti-nazie, qui est le représentant derrière le Front de l'indépendance de cette résistance. Et là, il gagne en aura, il gagne en reconnaissance. La question d'ailleurs, de transformer cette force d'organisation de la résistance en force révolutionnaire, après avoir triomphé du nazisme, transformation de la guerre des nations en guerre des classes, est posée, elle sera résolue négativement dans la direction du Parti communiste clandestin. On va plutôt jouer sur le poids acquis dans la résistance pour essayer de peser sur l'échiquier politique. Ça donnera la participation du Parti communiste au gouvernement dans l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, n'obtiennent rien et seront d'une certaine manière éjectés et devront quitter. Et là, on retrouvera alors les communistes à l'œuvre dans la question royale. Mais puis, il y a 1954, le congrès de Vilvoorde, dans lequel toute la conception est révisée et où on emboîte le pas de ce qui deviendra ce qu'on appelle l'eurocommunisme, c'est-à-dire une version européenne soft du communisme, une version plutôt parlementaire. Et on jouera dans le PC le jeu parlementaire. Ceci étant, à la base, et on le voit en 60, à la base, les militants communistes ont non seulement un prestige, mais une influence énorme dans le monde ouvrier. Et la FGTB le sait qu'il faut compter sur ces éléments communistes pour mobiliser. Je pense que j'ai indiqué, et j'ai dit qu'Adrien Thomas, dans l'ouvrage qu'il va faire sortir, qu'il va publier bientôt sur Robert Dussart, le montre, aussi un article qu'il publie dans la revue Lava, qui vient juste de sortir, mais l'accent là-dessus, des dirigeants communistes syndicaux comme Robert Dussart, comme Marcel Béouir à Liège, vont être des moteurs du développement de cette lutte, mais au sommet, on embraye vers le parlementarisme. Or, le parlementarisme, ça marche pas pour le PC. Il a 2%, même pas. Je crois que c'est un 85 aux élections juste avant la grève 60-61. Son investissement dans la lutte lui amènera à remonter un peu vers les 3%. Mais c'est une composante minoritaire en termes parlementaires, mais qui joue pourtant le jeu parlementaire. Et là, c'est là où il y a mon interprétation, ça me semble être une orientation relativement erronée que de viser exclusivement le poids parlementaire alors que
il s'agit de peser sur les rapports de force. Alors, il y a toujours, et on le retrouve un peu partout en Europe aujourd'hui, ça vaut peut-être la peine d'être signalé d'ailleurs à gauche, cette illusion qu'il faut renforcer son poids parlementaire pour pouvoir participer au gouvernement. Une fois qu'on participe au gouvernement, on pourra faire passer ses idées. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on a vu en Belgique avec Écolo, qui a triomphé en 1999 et qui en 2003 est complètement laminé après 4 ans de participation gouvernementale. Mais on est, en termes gouvernementaux, soumis à des règles qui sont celles de bien plus puissants que le monde politique belge, celui de l'Europe, qu'on brandit systématiquement comme donnant des garde-fous qu'on ne peut dépasser, mais celui des forces économiques qui d'en bas remuent la terre et imposent que l'on danse sur sa musique. C'est en fait les puissances économiques, les marchés financiers et les banques qui donnent la direction, et les gouvernements ne font que suivre. Toutes les composantes qui ont joué le jeu parlementaire dans la perspective d'aller au gouvernement se sont brûlées les ailes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il s'agit de jouer sur le rapport de force. Le Parti communiste, dans la grève 60-61, tout petit, jouant la carte parlementaire de l'opposition parlementaire, comme le fait le Parti, joue aussi sur ces délégués de base qui sont les fers de lance de cette grève, joue sur 2 tableaux, mais ne parvient pas à capitaliser sur cet investissement à la base par une direction au sommet qui, d'une certaine manière, se situe, mais sans véritable influence et sans véritable crédibilité parlementaire. On ne peut obtenir un poids parlementaire que si l'on a un poids à l'intérieur du mouvement social et qu'on parvient alors à le diriger. Ça sera un peu ce que mon point de vue. Voilà. Merci Serge. Voilà, je pense que moi ça me donne des idées pour organiser d'autres débats en plus. Donc, mais alors peut-être parce qu'on touche pardon, tout doucement à la fin de la réunion. Il y a 2 questions, je vais essayer de les synthétiser si tu n'y vois pas d'inconvénient. Alors, il y en a une qui porte sur les moyens d'action à l'époque, et notamment aussi dans la question des assemblées ouvrières. Ça permet un peu peut-être de poser la question de la politisation des luttes et des moyens d'action. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on peut peut-être encore s'inspirer de ça de nos jours? Et l'autre, une question qui est intéressante, c'est par rapport à la qualification d'André Renard en tant qu'anarcho-syndicaliste. Et ça avait été un peu la thèse de Pierre Tilly dans sa grande biographie d'André Renard, où il nuançait un peu ça en disant c'est surtout un social-démocrate très à gauche, avec certaines pratiques anarcho-syndicalistes. Est-ce que c'est pas un peu surfait, effectivement, et donc, est-ce que c'est pas aussi un peu ça qui l'a poussé dans la fuite en avant régionaliste, plus une conviction profonde que c'est vraiment face à l'échec de l'unité et de la grève, il faut trouver un moyen de rediriger certaines forces. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? La question de Renard anarcho-syndicaliste ou social-démocrate, c'est une question d'étiquette que l'on colle ou de celle dont on se revendique. Mais derrière ça, je pense que j'ai déjà tenté d'y répondre en indiquant que l'anarcho-syndicalisme, qui prône un rejet de l'action politique à la faveur de la seule action syndicale, lorsqu'il se trouve inévitablement confronté aux questions politiques, se trouve fort dépourvu et prend alors la ligne directrice, qui est celle des vents dominants bien souvent, et s'inscrit à son corps défendant, lui qui rejette le politique, dans la ligne politique, puisqu'il n'en a pas discuté, qui est la ligne qu'on lui a imposée. Et d'une certaine manière, effectivement, André Renard, il se réclame de l'anarcho-syndicalisme et on le désigne comme un anarcho-syndicaliste. Il visait surtout à faire du mouvement syndical un poids avec lequel on pouvait avoir une influence sur la vie politique. Donc, pour moi, je vais lui laisser cette qualification, mais que l'anarcho-syndicalisme prête le flanc à des visées social-démocrates, c'est aussi
ce que je donnerai comme réponse. Et on voit cette ambiguïté du MSU. Il veut pas qu'il y ait de représentation politique, mais il ne parvient pas non plus, quand on reconstitue la FGTB après la Deuxième Guerre mondiale, parvient pas non plus à empêcher le double mandat politique et syndical, le double mandat entre dirigeants syndicaux et dirigeants du Parti socialiste. Hein. Donc là, d'une certaine manière, on retrouve un lien entre cette conception anarcho-syndicalisme et la social-démocratie. Les réformes de structure étaient aussi dans le programme du Parti socialiste depuis 1959. Il a adopté l'idée des réformes de structure. C'est celles-là qui ont été reprises. Et l'idée de Renard était de faire tomber le gouvernement dans la perspective d'ouvrir un nouveau gouvernement dans lequel les forces de gauche s'y retrouveraient, mais permettrait de tracer la voie vers des structures qui seraient des structures autonomes wallonnes. Et qu'est-ce qu'il envisage comme structure autonome wallonne? Non pas les organisations syndicales qui prennent la direction des choses, ça aurait été bien impossible, mais les composantes politiques majoritaires, c'est-à-dire les composantes politiques qui se résument presque exclusivement à un parti socialiste auquel devrait venir s'adjoindre éventuellement une petite aile démocrate chrétienne et le parti communiste pour le soutenir, de sorte qu'on aurait une petite république entre guillemets wallonne, dans lequel il ferait beau vivre, mais un monde, je dis, qui a fait l'objet de tant et tant d'expériences et dans lequel on se retrouve confronté, quelle que soit la bonne volonté des composants qui prennent la direction des affaires politiques, on se trouve confronté aux exigences d'un monde économique, si ce n'est de son officine régionale qu'est l'Union européenne à son service comme construction du marché et du capital. Voilà. Est-ce que j'ai répondu il y avait aussi une première question, il me semble que j'ai échappé, j'ai pas pris note, j'ai répondu sur la question de l'anarcho-syndicalisme. Oui, c'était par rapport à la place des assemblées lors de la grève en elle-même et des moyens d'action de manière générale. Oui, oui. Oui. Donc, lors de la grève, effectivement, on retrouve le poids des assemblées. Et dans le poids des assemblées, c'est là qu'on va retrouver la caisse de résonance de ces deux grands mots d'ordre. Mais le là est donné par l'anarcho-syndicalisme et son idée de fédéralisme lié aux réformes de structure plutôt que celle plutôt liée, excusez-moi, de l'abandon de l'outil, donc qui est réclamé plutôt que celle de marche sur Bruxelles. L'abandon de l'outil que Renard va systématiquement imposer et qui fait débat dans les assemblées, c'est une question qui concerne surtout les industries wallonnes et qui est liée alors au fédéralisme et aux réformes des structures que le renardisme veut imposer. Dans les assemblées, se fait jour, et ça n'a pas été facile à la Louvière, notamment quand Renard va venir causer, c'est le mot d'ordre de la marche au Bruxelles qu'il doit systématiquement écarter. Donc, il y a beaucoup d'assemblées. Et dans ces assemblées, effectivement, le rôle du Parti communiste, même si l'orientation de 54 misait beaucoup plus sur le parlementarisme, restait ce militantisme communiste à la base qui va être notamment marqué par des délégués syndicaux de tout premier plan qui doivent jouer à la fois sur le soutien de la masse, de la base, et éviter de se retrouver sous la crosse d'une direction syndicale par trop droitière. Les assemblées, dans les assemblées, les militants les plus combatifs et les débats se sont produits dans la grève 60-61. Eh bien, merci Serge. Alors, je sais bien qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions, mais vu l'enthousiasme et les questions, je pense que les publications diverses qui vont suivre, alors d'abord la réédition de ta brochure avec une remise à jour, le bouquin sur les luttes aux ASEC et sur Robert Dussart de notre ami Adrienne Thomas. Il y a une série de publications que je mettrai en lien dans la conversation Facebook afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent s'orienter dans une production qui n'est pas mince.
Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Serge, un tout grand merci pour ton temps et pour cet exposé très clair qui a suscité beaucoup de débats. Et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année et que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup. Voilà, mais je vois que j'ai été, je remets la vidéo. Je ne sais pas si je suis de nouveau à l'écran pour vous remercier et pour vous saluer alors pour votre patience aussi. Hein. Voilà, belle soirée. Merci encore à l'association culturelle Joseph Jacquemot pour son invitation ce soir en virtuel. Au revoir. Au revoir.